Bonjour. Bonjour. Donc nous recommençons le happening de l'année dernière, une petite vidéo de unboxing ou de unpacking, de retour du festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Voilà, on en revient, tiens, on vous montre même ça de super près. Voilà, et donc on y a passé 3 jours et demi. Oui. Et on a acheté un peu trop de livres. Beaucoup trop de livres. Beaucoup trop de livres, plus qu'on ne pensait. Donc, bon, on parle pas des livres parce qu'on les a pas lus encore, mais c'est pour vous dire un peu ce qu'on a acheté. Alors, on va pas vous dire, on a vu quoi, des rencontres, on a discuté avec des gens, oui, on a regardé des films. Voilà, mais ça, on va pas en parler. On va pas en parler. Peut-être. On verra. Ok, bah à toi de commencer, tiens. Ah, c'est moi qui commence. Je vais commencer par un livre que j'ai lu déjà, aux éditions Projectile, qui est une maison d'édition qu'on aime tout particulièrement tous les deux. Donc en fait, on va parler de certaines maisons d'édition qu'on aime tout particulièrement quand même. On a nos... Mais voilà. Donc ce livre publié aux éditions Projectile, c'est le premier roman. Il y a beaucoup à dire sur ce terme. Je ne l'ai pas lu encore. D'une jeune autrice qui s'appelle Na Assi, c'est son pseudonyme, son nom de plume. Et le court roman s'appelle Deux cœurs dans mon corps. Alors je l'ai lu, donc je pourrais en parler longuement. Je ne vais pas le faire, mais c'est un roman, c'est un récit qui, comme très souvent chez Projectile, dans lequel il y a une vraie écriture. Ils ont quand même le don pour trouver, ils s'attachent beaucoup je trouve, à la qualité de l'écriture, et c'est très beau. C'est un roman qui est très touchant et qui est très beau par cette écriture, j'appelle ça moi des écritures du peu de mots, qui sont des écritures de la retenue, mais et aussi très poétique, très complexe. Voilà, c'est un très beau récit. Donc l'autrice est malgache. C'est une romancière malgache qui était présente sur le salon, qui a signé, qui a fait plusieurs signatures et qui nous a d'ailleurs dédicacé le livre. Et d'ailleurs, si j'avais lu le texte avant, ça aurait été, je pense que je serais allée la voir et j'aurais discuté avec elle. Alors pour les personnes qui sont à Nantes, il y a une rencontre avec elle à Nantes samedi là, à 16h. Voilà, je le signale puisqu'on fait la vidéo mardi, on est quoi, 10 juin, et je vais la mettre en ligne dans la foulée, donc le 14 juin à Nantes 2025. Donc voilà, c'est une totale découverte, c'est une autrice que je ne connaissais pas du tout. C'est son premier texte publié, je crois, en France. Non, je crois que c'est son premier roman, mais elle a des textes qui, semble-t-il, ont été publiés dans des... Ah non, pardon, oui, je dis des bêtises. Des textes de poésie. Ah, c'est pas du tout son premier texte publié, il y a plein de textes publiés, j'ai rien dit. Alors justement, puisqu'on parle de la maison Projectile, ça c'est vraiment leur nouveauté du mois d'avril-mai. Il y a donc 2 autres nouveautés que j'ai achetées aussi. Shaaban Robert, qui est un grand classique, un grand écrivain swahili, et dont on a ici une traduction, une co-traduction par Nathalie Carré et Aurélie Journeau, dont je connais bien le travail, et donc c'est un livre dans lequel il y a aussi beaucoup d'illustrations. Que je n'ai pas lu, donc c'est un texte de 1951, et bon voilà, les textes traduits du Swahili en France, il n'y en a pas beaucoup, et Projectile, c'est déjà le 2e qu'ils font, donc c'est très bien. Le 2e roman de Rose Pellerin, ça s'écrit Raosi, mais ça se dit Rose, je crois, Pellerin, qui avait publié il y a quelques années Bibiche, je ne sais plus chez quel éditeur. Voilà, j'avais lu ça à l'époque et j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est chez Plomb, voilà, j'y arrive. Et donc voilà, Rose Pellerin, donc je ne l'ai pas lu non plus, pas encore, mais là encore un texte assez bref, L'Admission, toujours chez Projectile. Alors donc on parlait des éditions Projectile, tu vas nous parler des éditions La Peuplade. La Peuplade, alors c'est pareil, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, à qui je suis assez fidèle. Donc là ils avaient un stand, je suis allée les voir et je savais qu'il y avait 2 nouveautés qui venaient de paraître. Donc j'avais lu ce dont il était question, donc qui sont des nouveautés en poésie, les 2 que je vais présenter. Donc René de Cendre Blanche, écrit par Louise Amada D. Alors moi j'ai jamais lu Louise Amada D, mais toi tu l'as déjà lu. J'avais lu son précédent ou un de ses précédents livres également, à La Peuplade, oui, tout à fait. Qui était un récit. Oui. Bon, là c'est de la poésie, donc on verra. Voilà, donc c'est une autrice québécoise, mais qui est née en Guinée, je crois.
Voilà, tout à fait. Et voilà, donc j'étais un peu curieuse. Alors c'est un peu, c'est comme le livre dont je viens de parler, hein, chez Projectile. Tout ça, c'est des histoires de famille douloureuses. La Peuplade, c'est un éditeur canadien. Ouais. Tu l'as dit peut-être? Non, je sais plus. Non, j'ai pas dit. C'est un Et éditeur voilà. québécois. Qui est québécois, canadien. Voilà. Et donc oui, Louise Amadadé, j'essaierai si j'y pense de remettre le lien. J'avais dû faire une recension, en vlog quoi. Je range mon bureau avec autant sublime. Voilà. Et maintenant que j'y suis, je présente le deuxième de La Peuplade. Le voici. Donc je vais peut-être pas... Marie-André Gilles. Marie-André Gilles, alors je vais peut-être pas dire le titre en Inou, Aïmoun, mais en français c'est Allumer quelque chose. Et alors de Marie-André Gilles, c'est une poétesse que je connais, dont j'avais déjà lu Chauffer le dehors. Et c'est une poésie qui remue, c'est une poésie qui intègre le quotidien beaucoup, qui intègre le parler québécois en fait, mais le parler de langage courant, voire familier. Et c'est à la fois très écrit avec cette espèce de familiarité de la langue qui intègre aussi des mots en Innu Aiman, puisqu'elle est Innu. Voilà, et c'est une poésie qui est pas... qui est tantôt en vers, tantôt en prose, mais c'est une poésie qui n'est pas facile. Hein. Tu as commencé à le lire, non? Oui, j'ai commencé à le lire. Il y a un marque-page. Oui, c'est pareil, j'en suis à page 84. Voilà. Ok, très bien. Et en fait, il y a une écrivaine qu'on a tous les deux découvert sur ce salon. Moi, j'avais acheté son livre parce que j'avais vu le programme, mais vraiment, je l'avais acheté 2 jours avant, donc j'en parle même si je ne l'ai pas acheté techniquement à Saint-Malo. C'est le seul roman traduit en français d'une romancière brésilienne, Eliana Alves Cruz, qui s'est publié aux éditions Tropisme. C'est traduit du portugais brésilien par Daniel Mathias. Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi. J'en suis à la moitié, j'avais commencé, j'ai continué à lire un peu, mais à Saint-Malo, on n'a pas eu beaucoup de temps de lire, on a beaucoup de temps d'écouter les écrivains et de voir des films et d'acheter des livres. On n'a pas forcément beaucoup de temps de lecture parce que le soir on est crevé. Et donc j'en suis à la moitié, donc je vous en reparlerai, mais c'est très très beau. Et on a eu l'occasion d'entendre Eliana Alves Cruz, moi 2 fois et toi 1 fois. Et voilà, c'est vraiment très bien. Je vous en dis pas plus, si ce n'est que c'est autour d'un personnage d'esclave. D'esclave affranchie, devenue prostituée et en quelque sorte tueuse à gages, et qui est aussi en fait une femme trans. Et ça se passe au XVIIIe siècle à Rio de Janeiro, et normalement ça devrait vous donner envie d'aller regarder ça. Alors le second, le suivant, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis second. C'est un roman. Alors c'est un roman de Itamar Vieira Junior. Qui est un auteur brésilien, donc le Brésil était donc à l'étonnant voyageur. Et donc ce roman paru chez Zulma s'appelle Charrue tordue. Alors il se trouve que j'ai entendu 2 fois, une fois, je ne sais plus, Itamar Vieira Junior. Une seule fois, je crois, parce que moi je ne l'ai pas entendu. Voilà, donc, et ce qu'il a dit de son roman, m'a intéressé, et m'a attiré. Si j'ai bien compris, il est question de personnages féminins. D'héroïnes dont l'une se voit confisquer sa langue au sens propre du terme. Je pense qu'il doit y avoir des scènes pas très... Bon, bref. Mais, et voilà, en fait, et sa sœur, si j'ai bien compris, va parler à sa place. Enfin bon, voilà, il y a tout ce jeu, donc je sais pas. C'est traduit du portugais brésilien par Jean-Marie Blas de Robles, voilà. Qu'on a entendu aussi d'ailleurs, lors d'une rencontre autour de la revue Apulée, dont je parlerai tout à l'heure. Et voilà, ou non, mais j'étais en train de dire aussi par rapport à ça, on ne l'a pas dit, mais le thème cette année, l'invité d'honneur, c'était le Brésil. Oui. Voilà, ce qui va expliquer quand même une très forte coloration brésilienne de nos piles de livres. Donc et ça, c'est un récit qui a été très très couronné au Brésil, qui a été par de nombreux prix. C'est ce qui a été dit. Et Itamar Vieira Junior, il est assez intéressant. D'abord, il est passionnant quand il parle, quand il s'exprime. Et puis, qui plus est, c'est un peu le... Voilà, il est pur produit brésilien. C'est-à-dire qu'il est à la fois... il est à la fois descendant de colons portugais évidemment, mais aussi d'esclaves noirs, et il a aussi du sang autochtone dans ses veines, puisqu'il appartient à la communauté, je lis là, Quilombola. Donc c'est ce que j'ai vu aussi, j'avais mes antisèches. Il y a tout ce métissage dont il a très très bien parlé d'ailleurs.
lors de la rencontre. Voilà. Et on va peut-être parler plutôt parler aussi de l'autre livre de chez Zulma, qui n'est pas un livre brésilien, mais un texte iranien traduit du persan. Voilà. Donc de Eshan Nourouzi, ça s'appelle Transporter. Alors pourquoi est-ce qu'on a acheté ce livre, hein, c'est vrai ça. Parce que juste quand je suis allée acheter celui-ci, Eshan Nourouzi il faisait une séance de signature. On a feuilleté le livre. Donc on a feuilleté un peu et voilà. On s'est laissé tenter. Oui, c'est l'occasion, on verra. Tiens, puisque tu parles de se laisser tenter, tiens, je vais parler. Mais moi j'ai beaucoup lu, je finis. Parce que moi j'ai lu pas mal de littérature iranienne et on est rarement déçus en fait de la littérature iranienne. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a un choix particulièrement aiguisé qui est fait par les traducteurs ou, comme dirait un de nos amis, parce que c'est un peuple d'écrivains et de poètes, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'on est rarement déçus. Alors je voulais juste rebondir sur le fait que quand on se promène au salon du livre, on peut être tenté aussi parce qu'il y a effectivement des écrivains en train de signer ou des éditeurs particulièrement passionnants. Moi j'étais content de retrouver des éditeurs qu'on connaît bien, mais je suis aussi content de découvrir des nouveaux éditeurs et je ne sais pas ce que ça va valoir, donc je ne peux pas encore en parler, mais j'ai acheté 2 livres aux éditions du Soupirail, qui est une maison d'édition indépendante située dans le Calvados. Et j'ai acheté, traduit du persan également, des nouvelles de femmes afghanes, ça s'appelle Sous le soleil de Kaboul. Voilà, donc tu vois, on est dans le persan, en quelque sorte, on est dans la traduction du persan, même si là c'est en Afghanistan. Et puis aussi parce qu'il signait son livre, un roman lituanien, traduit du lituanien par Caroline Paliulis et Valdas Papievis, donc je ne sais pas comment ça se dit, écho, mais il y a un point au-dessus du E, donc je ne sais pas comment ça se dit. Donc très, très gentil, j'ai discuté avec lui, il est passionnant, il est traducteur lui-même, il traduit du français vers le lituanien notamment. Il a traduit Anna Gavalda, et je me demande s'il n'a pas traduit, je me demande s'il ne m'a pas dit Annie Ernaux aussi, je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Et voilà, et donc ça c'est aux éditions du Soupirail, et je suis très content d'avoir J'ai longuement discuté avec l'éditrice qui est quelqu'un de vraiment passionné et passionnant. Donc je la salue si elle voit cette vidéo. Et toujours peut-être dans les découvertes liées, parce qu'elles étaient voisines en fait. Elles étaient voisines sur le même stand d'une autre éditrice normande. Là c'est Anne-Laure Brisac, aux éditions, c'est les éditions Signes et Balises. Et Anne-Laure Brisac, elle est aussi traductrice. Donc j'ai acheté une de ses traductions du grec, Christos Chrysopoulos, Athènes disjonction. Et puis j'ai acheté un petit texte de Pierre Brunet, qui est un récit sur l'expérience de la guerre d'Algérie vue par un appelé. Il y en a assez peu, m'a-t-elle dit. Bon, c'est vrai que j'ai lu pas mal de textes, moi, de Pieds Noirs, de textes sur la guerre d'Algérie vus par des journalistes, vus par des Algériens. Et donc voilà, elle me l'a bien vendu, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est les éditions Signes et Balises. Alors tu peux continuer si tu veux, parce qu'il faut savoir que Guillaume a acheté beaucoup plus de livres que moi, donc on va être en décalé à un moment donné. J'ai fui moi le salon, j'y suis passé, j'ai passé beaucoup moins de temps que toi quand même. Hein. Ouais, oui, c'est pas faux. J'ai fait quelques petites interviews et quelques petits sons aussi pour mon émission de radio. Et j'ai pas pu, comme j'ai passé un petit moment aux éditions Anacaona dont on va parler, je n'ai évidemment pas résisté à m'arrêter chez Chandaigne en face. J'ai résisté 2 jours et puis le 3e j'ai cédé. Donc les éditions Chandaigne, spécialisées dans les littératures de langue portugaise, je ne peux pas ne pas acheter des livres chez Chandaigne, c'est terrible. Et donc là, un texte écrit en français en fait par Max de Carvalho. Et Max de Carvalho, c'est l'auteur de 2 magnifiques anthologies, notamment la poésie du Portugal et la poésie du Brésil. Vraiment génial chez Chandaigne. Et là, c'est un texte que j'ai déjà lu, donc je ne vais pas parler parce que c'est assez barré, on va dire ça comme ça. C'est une espèce de d'élucubration épopée poétique à partir de la défaite, de la déroute du Brésil face à l'Allemagne en 2014. Donc ça parle beaucoup de football, mais ça parle beaucoup de poésie brésilienne aussi. Et un autre texte qui est une anthologie d'un poète qui s'appelle Fernando Assis Pacheco, et je ne sais plus s'il est brésilien ou portugais, j'ai un énorme trou. Non, portugais, voilà, il est portugais. Donc là encore, une petite coloration lusophone et brésilienne. Et comme on parle d'Anacaona, je vois que tu t'es déjà saisi d'un des 2 livres de Jamila Ribeiro qu'on a acheté. Voilà, donc on reste au Brésil. Jamila Ribeiro, peut-être qu'on peut mettre les 2 livres.
Elle commence à être connue quand même en France, hein. Elle est très connue, je crois. Enfin, je suis sûre même au Brésil. Et elle commence à être bien connue en France aussi. Donc le livre que moi je présente là, le livre, voilà, celui-ci, Ta magie m'a mené jusqu'ici. Ce sont des lettres qu'elle écrit, qu'elle n'a pas écrit, mais qu'elle écrit maintenant à sa grand-mère qui est morte. Donc sa grand-mère ne lira pas ses lettres, mais ses lettres, voilà, qu'elle veut lui écrire, et elle interroge probablement, enfin on le sait parce qu'on l'a vu En rencontre, elle a raconté un petit peu. elle interroge ce que sa grand-mère lui a légué, ce que sa grand-mère lui a appris, ce qu'il y a de sa grand-mère en elle. Donc c'est un livre personnel, alors que Jamila Ribeiro, c'est une philosophe et elle est plutôt habituée à des formes conceptuelles, hein. L'autre livre que j'ai pris, c'est un livre que je connais déjà parce que je l'avais acheté il y a 4 ans. Moi j'ai découvert Jamila Ribeiro grâce aux éditions Anacaona. Il faut rapidement dire, les éditions Anacaona, c'est une maison d'édition fondée par Paola Anacaona, qui traduit, je crois, quasiment tous les textes qu'elle publie, traduit du brésilien. Et donc ça, c'est des chroniques sur le féminisme noir, qui est un recueil en fait, de chroniques écrites pour la presse. Et je l'avais ce livre, j'ai dû le prêter ou l'offrir, ou je sais pas, enfin, bon, bref, donc je l'ai racheté. Et puis j'avais écrit il y a 3 ans, je crois, ou 4 ans déjà, une recension de ces 2 autres livres pour le site Littéralute. Donc si j'oublie de mettre les références de tout ça, il faut me le rappeler en commentaire. Voilà, donc Jamila Ribeiro, on a eu l'occasion vraiment de l'entendre 2 fois. C'était une des stars des stars du festival, hein, avec le Brésil comme pays hôte, parce qu'elle a un discours très construit et constructif. Et c'est d'ailleurs Paola Anacaona qui lui servait d'interprète aussi. Oui, qui l'a traduit, qui l'édite et qui lui sert d'interprète. Et qui lui sert d'interprète, d'ailleurs, une femme avec orchestre. Avec une maestria dans l'interprétariat qui est assez bluffant. Qui est assez incroyable. Autre maison d'édition qu'on aime beaucoup. Aux Forges de Vulcain. Aux Forges de Vulcain. Donc c'est pareil, c'est une maison d'édition pour laquelle on a une tendresse particulière. Et voilà, alors moi je me suis laissée tenter par le 2e roman de Sue Rainsford, qui est une autrice irlandaise, dont j'avais lu le premier roman publié aux Forges de Vulcain, qui s'appelle Jusque dans la Terre, et qui était un roman incroyable. Alors j'ai mis du temps à savoir si j'avais aimé ou pas ce récit. Il y a des récits comme ça, des fois, qu'il faut digérer un peu. Et c'est vraiment le cas, hein, en plus, c'est vraiment le mot pour le... Comme quoi là, mon inconscient parle, qu'il faut vraiment digérer. Et donc voilà, et finalement j'ai aimé, et j'aimerais me faire une idée plus précise avec Jour de sang. On m'a dit qu'il était plus violent, donc ce que je crains un peu, parce que le deuxième était déjà pas mal violent. Mais voilà, là aussi, j'avais trouvé qu'il y avait, alors c'est une traduction évidemment, mais qu'il y avait une belle écriture chez Sue Rainsford. C'est Francis Guèvremont. Moi j'ai pas lu Sue Rainsford, mais je connais d'autres traductions de Francis Guèvremont, qui est un traducteur fidèle des Forges et qui traduit bien, donc ça me surprend pas. J'ai pas lu Sue Rainsford parce que j'aimerais la lire en anglais, puis bon voilà, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Et puis aux Forges, parce que ça nous arrive. Les Forges, on aime beaucoup cette maison d'édition, mais c'est vrai qu'on est très très loin d'avoir tout acheté, tout lu de chez eux. Et ça, c'est un texte autour duquel j'avais tourné quand il est sorti en 2019. Jean-Luc Daciano, Souviens-toi des monstres. Et c'est sorti en 2019. Et puis entre-temps, il y a au moins 2 personnes au goût très différent, mais à qui je fais une confiance presque aveugle, qui toutes les 2 m'ont dit qu'elles adoraient ce texte, que c'était un texte très très fort. Donc là, j'ai pas résisté, le salon. Donc petit conseil aux éditeurs, faites comme les Forges de Vulcain, rapportez un peu votre backlog, vos livres déjà publiés il y a quelques années sur les salons, même si peut-être c'est lourd à charger dans les voitures et lourd à décharger, à installer sur les stands. Parfois, il y a des gens comme moi peut-être, et enfin voilà, on est un certain nombre à fonctionner comme ça, à acheter
des textes qui ne sont pas des nouveautés. La littérature s'accommode pas si bien que ça du concept de nouveauté. Oui, et d'ailleurs c'était même une limite des rencontres de ce festival, j'ai trouvé, que finalement, alors on comprend pourquoi, hein, les auteurs sont dans une démarche un peu, les éditeurs promotionnels, mais c'était parfois une limite de ces rencontres que de vouloir parler absolument des derniers... uniquement du dernier. Uniquement du dernier ouvrage. Et par exemple, j'ai une rencontre ratée, que j'ai vu entre Lola Lafont et Lorraine Groff. Et Lorraine Groff. Alors heureusement, elles sont toutes les deux d'une intelligence lumineuse. Voilà, donc elles ont sauvé la rencontre parce qu'il suffit qu'elles soient là pour que la rencontre soit intéressante. Mais ils voulaient rapprocher les deux dernières œuvres parues. Or, c'est pas celle. Et c'était un échec parce qu'elles n'étaient pas rapprochables, alors qu'elles avaient tellement de choses à se dire, elles, sur leurs autres œuvres finalement. Voilà, donc c'est un peu une limite. Et donc effectivement, quand on va dans les salons, c'est aussi, c'est aussi le moment de regarder la production entière aussi d'un catalogue. Et c'est intéressant de voir ça. Et pour le coup, là, la critique que tu formules, c'est une critique de fond qu'on peut formuler à la rencontre du festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo. C'était pareil l'an dernier. Et c'est une critique qui est double, je vais en ajouter une seconde. On a été encore plus que l'an dernier, je trouve, sur notre fin, parce que d'une part, les rencontres font se rencontrer 2 ou 3 auteurs, autrices, et ça, c'est très bien en soi, mais autour uniquement de leur dernier texte, et parfois ça n'est pas pertinent, c'est-à-dire on a eu des rencontres avec Ananda Devi, pour lesquelles la discussion aurait été plus intéressante sur les textes plus anciens, en fait, qui résonnaient mieux avec les autres œuvres. Et puis il y a aussi la tendance de beaucoup d'animateurs, animatrices, modérateurs, modératrices, je ne sais pas comment on les appelle, à ne pas parler de littérature ou à encourager les auteurs, les autrices à parler surtout des thèmes de manière un peu non littéraire, désincarnée, comme si ces personnes n'étaient pas avant tout des écrivains. Et ça, il y a eu quelques rencontres dans lesquelles pendant une demi-heure on se disait, mais en fait là ça pourrait être des sociologues, des journalistes qui disent des choses intéressantes, mais jamais on ne savait que c'était des romanciers ou des poètes. Où est le livre, où est le texte littéraire, où est la littérature dans cette rencontre. Des rencontres sans aucune lecture d'extrait. Enfin, c'est quand même. Il y en avait heureusement où c'était le cas. Et d'ailleurs, pour arrêter de critiquer, Apulé, on a assisté à la présentation, au lancement du numéro 10 de la revue Apulé, et là pour le coup ça n'était que des lectures, et c'était très bien, et ça n'était que des lectures très partielles évidemment de ce numéro qui est très volumineux, 400 pages. Je ne vous fais pas l'article de tout ce qu'il y a dedans. Il y a un dossier Mondes aborigènes notamment, dirigé par Delphine Durand. J'ai découvert après l'avoir acheté, après la lecture, qu'il y avait 3 textes différents d'Ananda Devi, donc comme quoi on n'échappe pas à Ananda Devi. Voilà, je ne vais pas le poser par-dessus parce que j'ai su, on prend le risque. Si, ça va. En fait, parce qu'on va peut-être plus te voir. Ça, c'est peut-être pas Allez, continue, parce que moi, il me reste un peu. Oui, alors en fait, c'est 2 livres que je n'ai pas achetés sur le salon, mais que j'avais achetés juste avant. Je veux juste en parler parce que ce sont 2 traductions aux éditions Les Prouesses pour l'une et aux éditions... Je ne sais pas comment elle s'appelle, cette maison d'édition. Aux éditions Lire des Marges, mais c'est L''Ir, hein, si je comprends bien. C'est ça, oui. Donc la colère des marges. Lire des Marges. Amy Uematsu, et c'est une anthologie bilingue d'une poétesse américaine d'origine japonaise, je crois, du XXe siècle, et c'est une traduction collective du collectif Passage, et d'ailleurs il y a des traductions du collectif Passage aussi dans le numéro d'Apulé ici, et dans ce collectif Passage il y a quelqu'un qui est aussi la traductrice de l'autre livre, c'est pour ça que je les présente en même temps. La traductrice c'est Patricia Ouefa-Grange. Et là, le livre, c'est aux Prouesses, un texte de Lucille Clifton. Je n'en parle pas plus, mais voilà. Et effectivement, je crois qu'on ne va plus te voir. C'est pas grave. Mais si, alors, les 2 derniers livres que moi j'ai achetés, c'est des bandes dessinées, Parce qu'il y en avait quand même aussi un peu, mais il y en a moins qu'Angoulême, évidemment. Il y en avait très peu, en fait. Il y avait très peu. Très peu d'éditeurs de romans graphiques. Par contre, il y avait cette magnifique maison d'édition, qui doit être la maison d'édition... peut-être que je préfère en bande dessinée. Les éditions ça et là, donc si vous ne les connaissez pas, il faut vraiment les connaître, parce qu'ils ont un catalogue qui est juste incroyable.
Et sous les conseils, alors j'ai beaucoup, hein, j'ai beaucoup de livres hein, de chez ça et là. Ah, c'est bien. Et mais pas assez encore, je me suis laissée tenter et voilà. Et donc c'est Darna de Zineb Benjeloun, donc je ne la connais pas du tout, Zineb Benjeloun. C'est l'histoire en fait de sa famille et encore une fois des relations qu'elle a tissées avec les différentes femmes des générations précédentes, donc la mère, la grand-mère, je crois que... Bon. Voilà, et encore un récit qui interroge le rapport à la mère. Alors là, qui m'a été conseillé donc, par le jeune éditeur qui était là. Et donc c'est d'un auteur allemand, si je crois bien. Stefan Haller. Et c'est sa première BD, il a 50 ans. Donc en fait, pour raconter l'histoire de sa mère, hein, voilà, d'une mère qui souffre de troubles psychiatriques importants, il a pris son crayon. Voilà, c'est sa première bande dessinée et voilà. Et donc je me rends compte en faisant un peu le tour de ça que j'ai acheté beaucoup de récits dans lesquels la relation à la mère ou à la grand-mère, enfin la famille est interrogée. Bon, je montre. Je pourrais commencer une psychanalyse, je pense. Mais... Je montre quelques planches parce que bon, je pense que ça peut, surtout avec l'arrêt sur image, je pense que voilà, vous pouvez. Je ne sais pas très bien si on voit quelque chose avec le soleil, mais enfin bon, voilà. Traduction, j'ai vu d'Elisabeth Willens. Et puis là, celle-là, elle doit être traduite aussi. Je ne sais pas si elle est traduite ou si elle est écrite en français directement. Non, c'est écrit en français directement, visiblement. Zineb Benjeloun. Donc Zineb Benjeloun et Stefan Haller aux éditions Ça et Là. Voilà, qui sont en Seine-et-Marne. Voilà. Ouais, très belle maison d'édition. Et il est allemand ou il est suisse? Parce que je vois que c'est publié en la première édition est suisse. Il vit né à Grenichen dans le canton d'Argovie. Je ne sais pas ce que c'est le canton d'Argovie. Il vit à Zurich, donc non, il doit être suisse-allemand quand même. Ça n'a aucune importance en vrai, mais enfin. Pas un problème. Voilà, donc là on a nos 2 piles parce qu'une seule c'était encore trop haut. Vivement les vacances. Et si, petit bonus. Si, et on a aussi un autre livre, mais on n'a pas le droit de vous présenter. On n'a pas le droit d'en parler encore. Ouais, alors on va vous teaser. Je suis en train de le lire. On va vous teaser un petit peu, mais voilà, Claire a récupéré auprès d'un éditeur qu'elle connaît bien un texte qui est un texte de la rentrée littéraire donc, qui sortira fin août. Et qui, voilà, apparemment a pas mal aussi titillé les libraires de France. Parce que ça va être un texte important de la rentrée littéraire. Ça va être un texte important de la rentrée littéraire, et bon, tu as la chance de le lire, en avant, comment on dit, en avant-première. En avant-première, voilà, je vais y arriver. Et donc, on donne des indices, c'est une petite maison, toute petite maison d'édition. Dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais ceux qui suivent mon compte... Vaucan Lettres, Instagram. Vaucan Lettres, voilà, verront que j'en parle très souvent. C'est une maison que j'aime beaucoup, et pas uniquement parce qu'on a bu de la bière non. Avec les éditeurs. Aucun rapport. On les connaissait pas. Au moment où on s'est intéressé, où tu t'es intéressé beaucoup à leur catalogue, tu les connaissais pas, tu n'avais jamais bu de bière avec eux. C'est maintenant qu'on les connaît et qu'on boit de la bière. Mais voilà, donc super, on n'en parle pas. Mais on n'en parle pas, mais je pense que peut-être je ferai une petite tombola, comme j'ai pas fait depuis très longtemps. Peut-être en août-septembre, autour de ce texte-là, peut-être pour en offrir un ou plusieurs au public le plus fidèle de cette chaîne. Allez, on arrête. Ouais, chut, on dit rien. Chut.